Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 4e numéro de Tales of Lego, l'émission qui vous parle du lore Star Wars et de ses petites anecdotes tout en construisant des Lego. Donc il y en a pour de la SMR et pour des gens qui voudraient en apprendre plus sur l'univers Star Wars, que ce soit des films, des romans ou même des vieilles histoires Legend qui ne sont plus canonisées mais qu'on peut quand même se raconter le soir au coin du feu. Et comme d'habitude pour cette émission, j'ai avec moi Yarlen, salut à toi. Eh bien, salut à toi Pépito, bonjour à toutes et tous. Et oui, nous sommes sur Twitch comme d'habitude, donc on a nos habituels abonnés qui sont là pour regarder, pour commenter, pour participer. La prochaine fois, n'hésitez pas à passer pour passer un bon moment et participer également aux discussions. Et discussions aujourd'hui qui vont concerner, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Leia, puisque au centre de cette émission sera le casque de Leia Bush qui est sorti cette année. Lego, ça fait partie des 3 nouveaux casques sur Star Wars. Les 2 autres sont ici. Là, vous avez Rex et Cody qu'on avait monté lors des 2 dernières émissions, que j'ai fini de monter. Et puis, les vidéos vont pas tarder à sortir. J'ai commencé à tourner ça et à monter ça. Donc, il y a des choses qui vont un petit peu arriver. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Leia, un casque assez original. Voilà, on avait l'habitude des Vador, des Boba Fett, etc. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus différent dans les formes. Je m'attends à des constructions un petit peu nouvelles. Voilà, donc j'espère qu'on s'assure qu'on aura des trucs sympas à faire. Et donc, autour de tout ça, on aura des bonnes discussions sur Leia, la genèse de ce personnage de Leia Bush, comment il est arrivé, un petit peu de discussion également autour des HUD, de leur fonctionnement, et puis on aura, vous avez l'habitude, des petits what if, des tier lists, voilà, des discussions sur Jabba également, des sondages assez cocasses, il faut le dire. Il y en a un, j'ai recyclé de l'épisode sur Luke qu'on va pouvoir refaire parce que ça concernait Luke et Leia, donc ça c'est parfait. Et voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la version, hop, voilà, du dessus, où je vais commencer. Allez, hop, je vais tirer un petit peu le micro ici et je vais faire juste rapidement le petit unboxing et présentation. Vous voyez des petites images là sur l'arrière du casque, évidemment en conditions réelles. Donc c'est le casque qu'elle porte pendant l'épisode 6, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, qu'elle utilise donc pour aller récupérer Han Solo dans le palais de Jabba, d'où les discussions. Au niveau des petites statistiques, on a 6 paquets, il me semble. Là je sors le 4, le 2, on en aura besoin a priori dans pas longtemps. Normalement on fait 2 paquets en un stream, on verra. On a le petit guide, mais bon, nous on s'en servira pas puisqu'on a les petites instructions de montage. Alors, les instructions de montage, il y a des gens qui savent pas, mais on peut tout avoir. On peut tout avoir sur le site Lego, même des vieux sets, hein. Donc même si vous récupérez des Lego, moi j'en achète beaucoup d'occasion, même si vous les récupérez sans les boîtes, sans les montages, vous pouvez tout à fait les récupérer. Donc ça, y a pas de souci. 670 pièces, donc un petit peu moins que ce qu'on avait eu pour ce bon Rex, qui en avait 800, et un petit peu plus que Cody. Voilà, donc ça c'est un peu pour le situer, voilà. Les autocollants, on en aura 7 à poser, donc je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Et voilà, écoutez, je vais solennellement ouvrir le premier paquet, répondre à Nick Trip qui demande les streams Lego sur les gros Lego Razor Crest et tout. Il m'a posé la question sur Discord, mais du coup je vais répondre maintenant. C'est pas dit que j'en fasse, ça coûte quand même excessivement cher. Ceux-là, c'est pas ce qui m'attire non plus énormément, les gros machins, faut pouvoir les mettre. Moi dans le décor je pourrais pas les mettre, donc en plus je peux même pas en faire profiter la commu. Et dans le salon, pas déconner, il y a déjà énormément de Lego, donc on va peut-être pas abuser. Donc voilà, donc c'est pas dit, sauf si évidemment quelqu'un de généreux venait à m'en offrir un, je me ferais un plaisir de le faire en stream, ça à n'en pas douter. Mais voilà, juste une dernière chose, passer les premières pages du guide. Donc là, il y a toujours comme des petites discussions. On a les petites photos sympathiques. Et voilà, donc nous, au niveau des paquets, on va essayer de faire les 2 premiers. Donc on va faire vraiment, peut-être même le 3e, vu qu'ils n'ont pas l'air très, très gros. Donc voilà, pour avoir la visière avec les yeux de devant. Et on voit que là, pour une fois, c'est dans le 4, 5, 6, enfin dans le 5 et le 6 qu'on fait le pied. Alors que souvent, on commence par le pied et après on fait l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que comme ça, on verra quelque chose de différent que ce qu'on avait eu la dernière fois. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des petites présentations de rigueur. Donc du coup, on va pouvoir commencer les discussions. Donc Yarlen, je te lance. Leia Bush, raconte-nous un petit peu la genèse du personnage. Je vais te laisser lancer comme ça. Comme ça, tu as le champ libre. Eh bien, concernant notre chère Leia Bush, au début, quand on l'avait vu apparaître dans l'épisode 6, eh bien, on se demandait d'où pouvait provenir ce costume. Eh bien, on a fini par avoir la réponse bien plus tard.
puisqu'en fait, on nous a appris que ce costume provenait d'un chasseur de primes, qui était un petit peu quand même suggéré de par son équipement, hein, avec son armement. On se doutait que, voilà, que c'était un chasseur de primes, mais LucasArts a décidé finalement en 2021, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de sortir une série de comics intitulée War of the Bounty Hunters. 2021, tu dis ça? Ouais, si d'accord, ok. Enfin, faudra que je revoie la date, mais grosso modo, c'est bien. Non, mais c'est récent, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, ça date pas de. J'avais un doute avec 2001, en fait, c'est pour ça, donc parfait. Non, c'est sorti plus tard. Et donc, en fait, dans ces séries de comics War of the Bounty Hunters, on nous raconte tout simplement la chasse de Han Solo qui est dans la carbonite par tout plein de chasseurs de primes qui veulent le récupérer et le substituer des mains de notre ami Boba Fett. D'accord, donc pendant le transfert, c'est ça? Exactement, donc depuis son départ de Bespin, donc la cité des nuages, jusque Tatooine, le palais de Jabba, eh bien, il va se passer tout un tas d'aventures. Et en plus de ces chasseurs de primes, eh bien, il y a différents cartels du crime qui vont s'y mettre, notamment l'Aube écarlate, entre autres. Donc, et bah, du coup, voilà, chasse à la prime, chasse au Han Solo. Voilà. Et donc, dans cette série de comics War of the Bounty Hunters, on va nous présenter ce fameux personnage, Bouche. Bouche, qui est donc un chasseur de primes, qui vient d'une planète qui s'appelle Uba 4, et qui appartient à l'espèce des Ubies. D'accord. Donc, c'est une planète qui est assez discrète, qui n'aime pas se mêler au reste de la galaxie, hein. Ils sont un peu reclus sur eux-mêmes et ils ont une loi qui est assez stricte. Et concernant les criminels qui auraient commis des crimes très importants, eh bien, la loi est sans appel. Les criminels sont expulsés de la planète et leur identité est effacée donc des banques de données de la planète. Donc en gros, on efface l'existence de cet individu de façon à ne pas souiller, entre guillemets, l'honneur des citoyens de cette planète. Donc un criminel qui se fait chasser de la sorte, pour lui, c'est la honte ultime. Ouais. D'autant plus qu'il est obligé de porter une armure spécifique qui l'identifie donc comme criminel, comme banni, comme paria, etc. D'accord. Et donc cette fameuse armure, c'est celle que porte Bouche. D'accord. Donc c'est une armure de banni. Voilà, c'est ça. Et donc, eh bien, après s'être fait exclure parce que durant son parcours, il a eu la mauvaise idée d'attaquer une colonie, et il a été un peu sans pitié par rapport à ses exactions. Et bah, du coup, hop, on l'a chassé. Il se retrouve donc du coup perdu dans la galaxie, et il a eu comme autre idée que de devenir chasseur de primes et commencer de ce fait à se faire une petite réputation. Donc, son histoire, c'est qu'il sera reconnu par ses pairs comme un bon chasseur de primes. Bien évidemment, il n'arrivera jamais à la hauteur de Boba Fett. Mais il sera reconnu quand même comme étant un chasseur de primes assez efficace et impitoyable avec ses proies. Et dans son parcours, donc, dans le comics War of the Bounty Hunters, on va le voir rencontrer d'autres parias comme lui qui proviennent donc la même planète, ouais. Voilà. Et tu peux rappeler le nom de la planète? J'ai déjà oublié. Donc, la planète s'appelle Uba 4. Ah oui, c'est ça. Ok. Et eux, ils appartiennent à l'espèce des Ubies. Donc, il va rencontrer 4 autres criminels comme lui qu'il va rassembler, et ensemble, ils vont faire une équipe dont il sera le chef. Et du fait d'être 5 maintenant, eh bien, ils vont multiplier leurs activités un petit peu. Voilà, leur activité, et puis surtout leur réputation et leur efficacité. Ouais. Alors, malgré le fait qu'ils aient été criminels, en tout cas entre eux, ils vont tisser des liens vraiment de fraternité, hein, et d'honneur. Ils se respectent et ils se soutiennent. Et ils vont finir par être embauchés par l'Aube écarlate, qui va leur confier une mission. On en parlait, Nick Trip en parlait dans le commentaire. Voilà, donc une mission d'assassinat sur une famille noble
très haut placés dans la galaxie. Et donc, leur but va être d'éliminer 8 des membres de cette famille. Et pour la petite anecdote, il y en a l'un des membres de cette famille est tout simplement, en fait, sera tout simplement le haut commandant des armées de l'Empire. D'accord. Donc ça, c'est la petite anecdote. Mais bon, au final, leur mission va mal se passer puisque l'une de leurs cibles va leur mettre tout simplement la pâtée, comme on dit. Parce qu'en plus d'être noble, elle est également très, très douée au combat et au corps à corps. Ouais. Donc elle va finir par les neutraliser et va leur proposer le marché suivant, à savoir de les épargner, de leur offrir plusieurs centaines de milliers de crédits et la possibilité finalement d'être, comment dirais-je, d'être pardonnés et de pouvoir rejoindre leur planète à condition qu'ils lui livrent la personne qui les a engagés. D'accord. Voilà, donc voyant cette offre inestimable, Bush va décider finalement de révéler quel était le commanditaire, à savoir donc l'Aube écarlate. Ça c'est pour la fin de cette petite histoire dans le comics. Mm-hmm. Et on apprend également dans une série que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert, qui s'appelle Forces of the Destiny. Donc pareil, une petite série Star Wars d'une trentaine d'épisodes de 3 minutes en moyenne, sortie entre 2017 et 2018. Et dans cette série, c'est on pour a Disney Plus ou c'est le genre de truc enterré qu'on trouve plus là? Je l'ai pas vu encore sur Disney Plus. En revanche, tu peux la trouver facilement sur YouTube et tu peux trouver tous les épisodes. Ok. Et du coup, j'ai revu cet épisode qui est consacré à Bush. Il faudra que tu me mettes à la limite un lien là dans le pour que je puisse mettre ça en description. C'est pas canon qu'on nous dit. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi c'est canon puisque ça a été produit par Disney puis que c'est sorti en 2017. Donc à cette époque-là, c'est ça normalement tout ce qui sort maintenant c'est forcément canon. Ou alors ils assument pas, mais dans ce cas-là ils pourraient décanoniser le 7-8-9 quoi. Si, voilà, pour moi voilà, c'est canon. Hein. 2017-2018, c'est forcément canon. Et donc, en fait, dans ce petit épisode, tu vois Leia accompagnée de Chewie, qui, en fait, ont rendez-vous avec... comment elle s'appelle Taz Kanata. Maz Kanata, ouais. Voilà, Kanata. Parce qu'en fait, ils cherchent une solution pour essayer de délivrer Han Solo de la carbonite. Et durant leur entretien, en fait, ils vont se faire attaquer par Bush. D'accord. Donc, ils vont finalement réussir à le neutraliser. Et là, Maz Kanata va lui dire tout simplement, écoute, en fait, l'idée, elle est juste devant toi. Tu n'as qu'à revêtir l'armure de Bush et t'infiltrer dans le palais de Jabba en tant que chasseur de primes. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils vont faire. De son côté, Bush, lui, parce qu'ils ne vont pas le tuer, donc il réussira à s'enfuir et puis à continuer un petit peu son parcours de criminel entre le moment où il s'est fait voler son armure et le moment où Leia va arriver chez Jabba. Lui, il va travailler pour le Soleil Noir, sauf qu'il va avoir les yeux un peu plus gros que le ventre et lors d'une mission qui lui a été confiée, après l'avoir réussi, il va tout simplement demander un réajustement de la prime, chose qui va pas plaire aux dirigeants de l'époque qui s'appelle donc Xigzor, et va demander à son serviteur qui est un cyborg de tout simplement neutraliser Bush, qui sera ensuite mis en prison et tué par le cyborg en question. Donc une fin un peu pitoyable. Il est un peu gridé. Voilà, il a gridé, il a perdu. Donc ça c'est l'histoire donc du chasseur Bush, du chasseur de primes. Salut Nemo. Eh ben très intéressant ça. Donc en plus on peut, il y a un bout tu dis qui est visionnable gratos sur YouTube quand même si on veut pas se. C'est ça. Bon, ça reste court, puisque comme je vous le disais, ce sont des épisodes de 3 minutes. Oui, mais ça place un petit peu, c'est pas mal ce genre de truc là, pour te replacer un petit peu de contexte, t'apporter un peu d'histoire, un peu de background à certains, dans certains trucs. Un peu là, ça c'est mal collé.
Et puis les comics, donc War of the Bounty Hunter, sont aussi de bonne qualité au niveau de l'ancrage et des dessins. Ouais. Mais à ne pas confondre avec l'autre série qui s'intitule tout simplement Bounty Hunters, qui est sortie après. D'accord. Et qui là, donc grosso modo, c'est encore forcément des chasseurs de primes qui là se font un peu la guerre entre eux suite à une opération qui a mal tourné. Mais en fond, classique aussi. Voilà, c'est ça. Donc à la base, ils étaient 5 ou 6 à devoir remplir une mission, sauf que cette mission, il y en a un des deux qui va la faire capoter, mais volontairement pour des raisons particulières que je ne dirai pas. Et en fait, ces chasseurs de primes étaient embauchés par un syndicat du crime en particulier. Et suite à cet échec, finalement, il y a d'autres syndicats du crime qui vont s'y mettre. Et en fond de tableau, tu as également une histoire d'une enfant qui va être sauvée par un des chasseurs de primes. Là aussi, l'ancrage est de très bonne qualité, ainsi que les dessins. Et puis, on en est déjà à 4 tomes, traduits en français. En français, je crois qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. D'accord. Mais voilà, pour les amateurs de chasseurs de primes, je vous les conseille fortement, que ce soit World of the Bounty Hunters ou l'autre, parce qu'on retrouve des chasseurs de primes bien connus de la galaxie. Et Nemo Beyond, bonjour au passage, qui demande si Crimson Reign reprend la même période. Tout à fait, Nebo Miwan. Pour l'instant, justement, j'ai acheté aussi le premier volume, parce qu'en français, on n'en a qu'un seul, qui reprend un peu la même période, qui nous raconte en fait l'histoire de l'Aube écarlate, qui a été reprise en main par Kira, justement, qui en est à la tête, et qui a un plan bien particulier, et qui va finalement toucher bon nombre de protagonistes de la galaxie, puisqu'elle va même vouloir se frotter à l'Empire. Bien, et c'est pas calé de fou. Tu finis ton intervention au moment où je finis le premier paquet. C'est incroyablement bien réalisé et produit cette émission. Est-ce que la caméra sur le côté veut bien marcher aujourd'hui ? Oui, non, oui, non. Qu'est-ce que ça dit ? Non, ça a pas l'air de... Pas aujourd'hui. Charger... Ah, si, voilà. Hop là. La première partie, donc là, on a vraiment le haut, la partie visière du casque. On a le début pour l'instant. Voilà, on va continuer. Ah ouais. Ça rend bien. On va continuer. Non, pour l'instant, ça rend bien. Effectivement. Hop, pardon. Nemo Biwan, on parle de bande dessinée, et tu as raison. Dans la série que tu mentionnes, à savoir... ce que j'avais vu, celle avec Vador. Là aussi, il y a des petits bouts de l'Aube écarlate. Et parce qu'en fait, dans la chasse à Han Solo, dans la carbonite qui est tenue par Boba Fett, l'Aube écarlate a voulu également s'en emparer pour des raisons bien particulières. Bien, c'est top ce petit background. Alors, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas. Ça a été. J'aime bien faire ces petits raccords là. Il y a d'autres histoires qu'on. Je veux pas te coller. Hein, si tu me dis si tu connais ou tu connais pas, et c'est pas non plus pour tout détailler. Mais c'est quelque chose avant là qui est l'explication canon refaite par Disney. C'est quelque chose de l'Armure de Bouche qui avait déjà une histoire avant ou pas du tout. Des recherches que j'ai faites, j'ai rien trouvé de plus de spécifique par rapport à cette... Ça avait jamais été expliqué, quoi. Il n'y avait pas eu de volonté d'expliquer le truc. Non, mais pendant longtemps, en fait, ils avaient voulu garder des petits mystères sur un certain nombre de choses. Après, nul doute que Lucas avait des idées pour développer certains personnages et autres. Le problème pour lui, ça a toujours été quelque part le temps, le financement, etc. Ouais. C'est vrai que c'est une franchise qui a du mal financièrement parlant, Star Wars, donc pas facile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, il s'est autofinancé dans ses projets. Oui, bien sûr. Ouais.
Je pense qu'on fera une émission peut-être spéciale Star Wars 1313 pour ceux qui connaissent, mais il faut savoir que suite à ce jeu, en parallèle, Lucas voulait sortir une série en live action. Il l'avait même annoncé, hein. Sauf que il s'est rendu compte après les premières estimations que ça allait lui coûter extrêmement cher. Ouais. Et qu'à l'époque, il n'avait pas encore la technologie nécessaire pour justement amoindrir les coûts. Ouais. Et puis, comme il a mal supporté le fait qu'on lui dise que c'était un mauvais réalisateur, il a fini par jeter l'éponge et puis finalement, voilà, laisser ses droits pour 4 milliards et puis profiter de sa retraite tranquillement, quoi. Même s'il avait dans son contrat stipulé une clause de consultant, mais qui n'a pas été respectée. Ah. Ouais, notamment pour l'épisode 7. D'accord. Il devait être consulté, mais Kathleen Kennedy l'a gentiment poussé vers la sortie. C'est moche, c'est moche. Il y a il y a quand même des sacrées histoires dans. Ah ouais, il y en a quelques-unes. Dans Star Wars, ouais, de ce qui se passe en coulisses, des machins, des. Bref, Kennedy est pas du tout apprécié par la communauté. Pas trop. Et tu sens que c'est pas forcément au service de la franchise et de la licence, etc. Et un petit peu plus au service du pognon. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, des actionnaires. Hein. C'est tout à fait ça. Ah, Nemobi-Wan, merci d'avoir scandé mon nom sur le stream du raid. Mais ça se tentait. Oui, pour les amoureux de Star Wars, les héros de la galaxie, il y a ce soir le nouveau raid qui sort. Et alors, on n'a pas accès encore, nous, la plèbe, mais sur les serveurs de test, ils nous font une présentation en exclu. Donc, il y a un stream où il y a un petit peu plus de viewers que ce qu'on fait là. Mais voilà, mais nous, on s'amuse bien, on profite, on chill et on enchaîne, si je peux me permettre, a priori, Yarlen, sur ma première incursion dans cette émission avec... Ah voilà, c'était le premier moment qu'on s'était mis, c'était l'actualité du moment. Donc on a envie de faire ça un petit peu pendant les streams, voilà, faire un petit mot. Alors ce sera pas forcément en lien avec la discussion qu'on a là sur les YAM. L'idée étant de parler un petit peu de news. Et en fait, on a envie, dans chacune des émissions, de se prendre un moment pour parler justement les Star Wars célébrations. Là, il y a eu énormément d'annonces. L'idée n'est pas de refaire ce que tout le monde a fait, de présenter les choses qui ont été dites, mais voilà, de prendre un élément à chaque fois et puis de dire un petit peu, peut-être les infos supplémentaires qu'on a eu depuis, le niveau de hype, peut-être si elles sont déjà sorties au moment où on en parle. Donc voilà, l'idée étant de causer un petit peu de ça. Et aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose qui est peut-être pas si connu que ça, que moi en tout cas je ne connaissais pas vraiment, et qui m'a donné bien envie d'essayer, surtout moi qui ai des enfants. On voulait parler de... alors j'ai mis Mini Jedi, mais elle a un vrai nom cette série, je crois. Young Jedi. Young Jedi, voilà. Qui sont des petits animés de quelques minutes. Voilà, il y a une première saison et donc il y a une deuxième saison qui va sortir aujourd'hui. Je crois que c'était pour le 4 mai, il me semblait. Donc voilà, qui raconte la formation de Jedi pendant l'époque de la Haute République. Donc en plus c'est une époque qu'on découvre un petit peu. Donc ça c'est toujours sympa. J'ai pas regardé la première saison encore. Il faut que je fasse ça avec les enfants. Dis-nous-en un peu plus. Et donc Young Jedi, ça a été une série qui a été annoncée tardivement, en début d'année. Et qui s'adresse principalement aux enfants, aux petits-enfants, donc à tous les parents qui nous suivent et qui nous regardent. Si vous avez des enfants... J'ai regardé le premier, c'est très smooth. Voilà, niveau suspense, ça va. Mais les miens, ils sont craintifs, voilà. Ça, ils devraient le gérer. C'est très court, c'est vraiment fait et calibré pour les enfants, hein, mais j'aime beaucoup le graphisme, le dessin. Le graphisme est sympa. Les couleurs, voilà. Et puis, je pense pas qu'on en apprendra des kilos sur le lore, etc. Mais ça met en place un peu la chose. On voit par exemple, dans le premier épisode, on voit un Yoda. Alors, ce que je disais à Yarlen avant, là, en off, un Yoda jeune. Bon, jeune, 700 ans, hein, mais voilà, pour lui, moins vieux que ce qu'on le connaît. Mais voilà, je pense qu'il y a des petits clins d'œil qui doivent forcément être sympas. Donc, si vous voulez... un petit peu initier vos enfants à l'univers Star Wars, voilà, petit, les Jedi, tout ça, ça peut être rigolo. Et donc la saison 2 sort aujourd'hui. C'est vraiment juste rajouter des épisodes ou tu sais s'il y a vraiment une trame, une histoire à suivre?
Alors en fait, tu as là, avant que la série ne sorte aujourd'hui sur Disney+, ils avaient diffusé sur YouTube 3 petits épisodes. Donc on y voyait 3 Padawans, si je dis pas de bêtises, plus une chasseuse de primes, et qui était accompagnée de Yoda durant un entraînement. Donc voilà, c'est des petites aventures hein, qui n'ont pas vraiment de fil rouge. Ouais. Mais par contre, on voit bien que ça se déroule durant la Haute République, tout simplement parce que la tunique de ces Padawans, c'est la tunique traditionnelle, sauf qu'on voit bien le liseré doré sur les toges, sur les robes des Jedi. Voilà, et et puis il y a aussi le logo de la Haute République. Donc voilà, c'est les symboles distinctifs qui nous permettent de voir ça. Et donc là, aujourd'hui, est sorti sur Disney+, 6 autres épisodes, donc 5 minutes. Voilà, donc ça se regarde très facilement, très rapidement. Oui. Je pense que si la série a un bon accueil, ils en feront d'autres, il n'y a pas de souci. Oui, et puis voilà, comme dit Papa Globe, c'est niveau pas de patrouille. Oui, voilà. Ouais, alors au niveau histoire, intrigue et suspense, c'est même en dessous de ça. Enfin, moi, celui que j'ai vu, c'était vraiment moins que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus court. Pas de patrouille, des fois, c'est prenant. Hein. Moi, des fois, je me surprends à rester devant pour savoir comment ils vont s'en sortir. Hein. Non, heureusement, ça y est, mes enfants ont quitté la phase pas de patrouille là. Donc ça va. C'est quand même difficile au bout de la deuxième fois où tu vois les mêmes épisodes. Mais bref, et puis tes enfants qui aboient partout dans la maison, c'est un peu pénible. Mais non, voilà, c'était le petit point. Et par contre, un contenu peut-être un petit peu plus mature, que moi je connais pas du tout, j'ai pas du tout tenté. C'était donc Star Wars Vision. Alors je sais pas, je vais donner mon avis de noob. C'est la version dessin animé de Star Wars qui fait très manga, très japonais dans les dessins, dans le style. Voilà, moi c'est comme ça que j'identifie. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus justement. Donc, Lucasfilm a eu aussi la bonne idée de nouer un partenariat avec différents studios d'animation. Et il y a 1 an et demi est sortie la première saison de ce qu'on appelle Star Wars Vision, qui est tout simplement la vision de Star Wars par des différents studios d'animation. À savoir que ces visions ne sont pas canons du tout, par contre. Ça, c'est bien mentionné. On rappelle Papa Globe. Voilà, ce sont juste des visions, des interprétations. Mm-hmm. Donc, la première saison de Vision est sortie il y a 1 an et demi. Et y ont collaboré que des studios japonais. D'où le fait que ces épisodes étaient typés très manga, etc. Mm-hmm. Y a eu, je dis pas de bêtises, 9 épisodes d'une quinzaine de minutes en moyenne. Pardon, redis le nombre. 15 épisodes, 9, ça Non, 9 épisodes. 9 épisodes de 15 minutes. Ok, voilà, j'avais l'inverse. Ok. Voilà. Et parmi ces épisodes, il y en a quand même 2-3 qui sont de belles pépites. Ouais. Notamment un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ronin, qui reprend bien évidemment... Le Ronin comme dans... Oui, dans Marvel, il y a ça aussi. Ouais. Et puis, en fait, ils se sont inspirés d'un réalisateur japonais très connu, dont Lucas s'est lui aussi inspiré. Et non, franchement, je le conseille, celui-ci, dans son traitement, dans son graphisme et son histoire est vraiment chouette. Ouais. Donc voilà, ça c'était la première saison. Et donc là, demain, pour la journée de la Force, va sortir la 2e saison de Vision, Star Wars Vision. Et là, cette fois-ci, Lucasfilm a ouvert également un panel de nouveaux studios et à travers le monde. Donc on n'a plus des studios japonais, mais on a notamment un studio français qui a collaboré avec un épisode. Donc c'est ça va être quoi, des Jedi avec des baguettes de pain et Non, t'es méchant. Non, en plus, ce studio français, il est très réputé puisqu'il a gagné de nombreuses récompenses. Alors le graphisme est particulier, je pense qu'il ne plaira pas à un certain nombre de personnes. Mais c'est intéressant, ça veut dire c'est vraiment donner la possibilité d'avoir une autre vue de ce que pourrait être Star Wars, ou en tout cas graphiquement, quoi, d'apporter... C'est intéressant, ça. Hein. Pour ceux qui connaissent Wallace et Gromit, le studio qui les a conçus a également collaboré
Un épisode, c'est de l'extrait qu'on a vu, je pense que les gens vont adorer. On a un studio espagnol également qui, je pense que l'épisode qu'eux ont réalisé, il va plaire à beaucoup de monde. On a un studio d'Amérique du Sud, on a un studio qui vient d'Inde aussi, je crois. Enfin bref, plein de belles choses encore visuellement. Donc j'ai hâte de les regarder. Ok, est-ce que tu pourrais nous lancer un sondage dans le stream pour demander voilà ce que les gens attendent de entre ces deux séries. Voilà, tu peux mettre je sais pas, vision oui, vision non, et puis mini Jedi oui, mini Jedi non, pour voir un petit peu ce qui vous hype le plus là-dedans. Et moi je suis en questionnement puisque j'ai 2 pièces que je n'ai pas posées. Et ah, c'était en dessous. Ah, oh, ça va être relou. J'ai oublié de poser les pièces ici. Comme d'hab. C'est pour moi que tu dis ça. Zut, ça va pas être évident d'enlever sans tout enlever. Oh là là. Après, bon, l'avantage, c'est que ça se voit pas. Mais bon, je suis quand même quelqu'un de... Alors, perfectionniste, c'est peut-être pas le mot, mais j'aime quand même bien faire les choses. Oh là là, ça va être... J'étais sur un bon rythme. Ah si, c'est pas mal ça. J'ai réussi à enlever un bloc qui est venu d'un coup. Ça devrait être pas trop mal. On va pouvoir remettre ça comme ça. Ok, impeccable. Impeccable. Et voilà. Et hop, et ça revient ici. Donc c'est parti pour le premier sondage. Moi, faut savoir, un film avec les cinématiques de The Old Republic, je crois que ça existe, non? Alors, Oui, en fait, sur YouTube, hein, si tu sur tapes, YouTube, ça doit être ça. Après, voilà, c'est pas... Voilà, c'est du YouTube, quoi. Mais... Ouais, j'ai déjà tombé sur une vidéo qui reprenait les différentes cinématiques de SWTOR. Ouais. C'est vrai que je m'en lasse jamais. Hein. Elles sont... Tu vois, si certains films de Star Wars pouvaient s'inspirer de ces scènes de combat, franchement. Ah ben, ça, il y a du monde qui, dans le contenu qu'il y a pu avoir dans les jeux ou dans d'autres choses, il y a du monde qui en réclame des choses de ce type-là. Ok, très bien. Après, j'ai les pièces de rab, ça va bien. On est sur une calibration, j'avance plutôt bien. C'est vraiment pas très compliqué. Pour l'instant, le montage est assez simple, assez rapide, assez immédiat. Voilà, hop là. Donc, voilà, donc là, on a mis les tâches supplémentaires avec la sorte de vision verte, là, ce qui ressort quand même beaucoup sur le casque. Et puis, on a fait un petit peu le dessus. Voilà, rien de trop compliqué pour l'instant. Ça avance. Ça avance globalement bien. Tac. Eh bien écoutez, on va poursuivre paquet 3 et puis on va... Disons que les transitions, elles sont impeccables. Elles sont impeccables. Et donc, pour la suite de la discussion, on va parler de... des huts, voilà, leur fonctionnement, et puis discuter un petit peu de Jabba dans l'histoire Star Wars, de son impact, son impact, tout simplement. Je sais pas, j'ai cherché un autre mot, mais c'était pas la peine. Donc, concernant nos amis les huts, bon, bah, c'est une espèce qui est quand même incontournable dans l'histoire de la galaxie, qui n'est pas franchement appréciée des fans, même si moi j'aime beaucoup le personnage de Jabba. C'est... Attends, j'ai un souci. Tu m'entends encore ? Oui, je t'entends parfaitement bien. Ah, j'avais un doute. Donc du coup, les huts sont pas appréciés d'une part par leur apparence, puisque on les surnomme les grosses limaces, bien souvent. C'est pas fait. Le physique est un peu ingrat, dirons-nous, ouais. Pour rester poli. Mais en tout cas, ils ont une histoire qui est riche et qui a bien été développée au fil des années dans différents supports, que ce soit les comics, les encyclopédies, les jeux vidéo, etc. Et donc on va pouvoir repartir. On va pouvoir repartir des huts, tout à fait. Donc voilà. Donc on disait espèce un peu au physique ingrat. Voilà, c'était là-dessus. Mais qui a fortement été développé par les différents supports de
de Star Wars. Donc du coup, les Hutt, il faut savoir que c'est une espèce qui est assez ancienne dans la galaxie, qui au départ donc vivait sur une planète dont je viens d'oublier le nom. Ça y est, j'ai perdu. Première question du quiz, de quelle planète viennent les Hutt? Tu vois, ça va revenir vite si on dit ça. Oui, c'est vrai, mais cette planète... Cette étape... ça y est, j'ai oublié. Est-ce que tu vas retrouver avant le chat? Ah, ça y est, je l'ai. Voilà, Varl, ça y est, voilà. Donc les Hutt habitaient sur une planète qui s'appelait Varl. Ils avaient commencé à se développer. Alors il faut savoir que d'un point de vue physiologique, les Hutt peuvent atteindre plusieurs mètres de long quand ils sont assez âgés. Ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Ah, la queue grandit avec le temps. Oui, exactement, c'est ça. Mais que lorsqu'ils sont plus jeunes, ils sont également plus sveltes, un peu plus rapides. Il ne faut pas les voir comme des grosses limaces, mais plutôt comme des crocodiles. C'est-à-dire qu'ils ont l'air pâteaux et lents comme ça, mais qu'ils peuvent te surprendre et te charger dessus. Ouais. C'est vrai que Jabba, c'est pas le premier truc qui nous vient à l'esprit, genre il va nous courser, quoi. C'est pas vraiment ça qu'on pense. Disons que plus ils vieillissent, plus ils grandissent, plus ils s'alourdissent et plus ils se prélassent. Voilà. Voilà, mais quand ils sont jeunes, ils sont un peu plus fougueux. Et au début, les Hutt, c'était une espèce qui pouvait être aussi agressive et combattante. Ok. Là aussi, pas la première idée qui nous viendrait. Non, on leur mettrait pas un blaster dans les mains tout de suite, effectivement. Voilà, c'est ça. Savoir qu'en plus, au niveau de leur morphologie, justement, ils ont un cuir assez épais. En plus, ils sécrètent une espèce de mucus sur eux. Et ça les protège de pas mal de blessures. Ok. Voilà, donc, ils ont une morphologie quand même assez résistante. En plus de ça, ils ont une mâchoire qui peut se séparer comme les serpents. Ah, ce qui leur permet d'avaler des gros trucs, ouais. Des grosses proies. Et dans un des comics, il faut savoir que Jabba a avalé une jeune femme. Très bien. Qui lui avait posé quelques soucis. Et donc, histoire de montrer à tout le monde qu'on ne rigole pas avec Jabba, il l'a bouffé. Voilà, gobé. Très bien. Tu as ça. Dans leurs autres caractéristiques physiologiques, il faut savoir qu'ils sont hermaphrodites, qu'ils sont donc dotés à la fois d'un sexe masculin et féminin. Et que quand ils ont des partenaires, ils peuvent être amenés à changer de sexe et donc du coup à devenir femelles le temps de... Ça va loin quand même, les trucs Star Wars, c'est rigolo. tu as des gens quand même qui s'amusent à développer tout ce côté-là. Attends, quelqu'un qui nous dit attention, ce n'est pas la bonne pièce. Ça ressemble ce que j'ai fait. Ce message survit dans 37 pièces, ce sera drôle. Et mince, attendez. J'ai rien qui peut ressembler à ce qui va dedans là. Ouais, moi tant que mon machin il tient, j'ai envie de dire. Ouais, mais comme il dit, dans 32 pièces plus tard, tu vas te dire ah mais il manque un truc. C'était une blague. Oh mais qu'il est con. Ah alors ça c'est pas sympa. Oh le vilain. Ok. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des caractéristiques. Oui, si ce n'est aussi que ils ont une certaine résistance à la force, justement. Oui, au pouvoir mentaux. Voilà, exactement. Ah oui, puis ils peuvent faire de l'apnée aussi pendant très très longtemps. Ils ont la possibilité de se boucher les narines naturellement. Voilà, et donc ça c'est pour la morphologie. Donc au niveau de l'histoire, eh bien, ils vivaient entre guillemets paisiblement sur leur planète jusqu'à ce que l'Empire infini Rakata vienne sur leur planète et les assujettissent, puisque à cette époque-là, il n'y avait personne pour rivaliser avec l'Empire Rakata, qui avait vraiment une supériorité technologique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Rakata maîtrisaient la force. Voilà, mais du mauvais côté. Et puis, eh bien, comme tout empire, celui des Rakata a fini par s'effondrer, qui a permis aux Hutt de se rebeller, de chasser les Rakata de leur planète.
mais en s'assurant auparavant de voler leur technologie très avancée ainsi que leur flotte. Ah, malin. Oui, c'est ça. Et grâce à ça, en fait, les Hutt ont pu étendre leur empire. Et quitter leur planète et puis commencer à venir conquérir d'autres systèmes autour. Et comment ils font la guerre? Je me représente pas une armée. Quoi, ils avaient des droïdes, ils avaient des... Non, alors, en termes d'équipement, ils avaient de quoi visiblement tirer à distance. Parce qu'ils avaient de l'artillerie, ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en tout cas, ils savaient quand même se battre et ils avaient la possibilité de se défendre. Et grâce à ce qu'ils ont pu prendre des Rakata, ils n'ont fait qu'améliorer encore leur efficacité. Et du coup, ils ont commencé à étendre leur empire à leur tour. Voilà. Et ça, c'était il y a à peu près 25 000 ans, avant la bataille de Yavin. Ouais. Et donc, ils ont prospéré. Et puis, environ 11 000 ans avant la bataille de Yavin, pour diverses raisons, les Hutt ont commencé à faire la guerre entre eux. Puisqu'il faut savoir que la société Hutt est organisée en termes de clans. Donc tu as la famille, et puis tu as des familles qui se regroupent pour former des clans. D'accord. Et donc, bien évidemment, il y a des rivalités entre différents clans pour le pouvoir, etc. Et donc, 11 millions ans avant la bataille de Yavin, tu as des clans qui ont commencé à se quereller. Et ça a dégénéré, ça s'est agrandi. Et au point que tous les Hutt sont rentrés dans une sorte de guerre civile. À tel point que ils en sont venus à utiliser des armes de destruction massive, qui leur a fait beaucoup de tort, d'autant plus qu'à cette époque-là, on a d'autres espèces qui ont commencé également à voyager dans la galaxie et puis à se répandre. Et les Hutt ont subi des attaques externes sur leur empire. Donc, ces attaques cumulées avec leur guerre civile a fait que leur empire, à leur tour, s'est effondré. Et ils ne sont devenus plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et ils ont même perdu leur planète natale. Donc les Hutt ont été obligés de s'expatrier et ont pris le contrôle d'une autre planète que l'on voit dans SWTOR et qu'ils vont rebaptiser Nal Hutta. Alors le nom de cette planète qui appartenait à l'espèce des Evosi, elle s'appelait Evo, je sais plus. Faudrait que je la retrouve. Ça, bon, ça, je reviendrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que principalement en fait sur cette planète-là, les Hutt, Evocar, c'est la planète Evocar. Donc les Hutt ont fait des contrats avec ses habitants, sauf que les habitants ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, mais grosso modo, les contrats prévoyaient que les Hutt finissent par s'approprier les terres de ses habitants. D'accord. Et avant qu'ils puissent se retourner, il était trop tard, et les Hutt sont venus réclamer leur dû. Et même la République n'a rien pu faire, puisque les contrats étaient tout à fait légaux. Mais les Evosi se sont donc vus dépossédés de leurs biens et de leur planète, et se sont retrouvés esclaves des Hutt. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi... Magouille. Pardon. Oui, mais une bonne magouille, voilà. Les Hutt savent le faire, puisque les Hutt se considèrent comme une espèce supérieure aux autres, il faut le savoir. C'est pour ça que les Hutt ne parlent pas la langue commune de la galaxie. Ah, d'accord. Voilà, ils ne s'abaisseront, même s'ils peuvent le faire, ils ne s'abaisseront jamais à le faire, parce que pour eux, c'est se rabaisser. Ok, intéressant. Voilà. Donc les Hutt sont toujours équipés de droïdes protocolaires, donc pour traduire. Ouais. Mais voilà, ils parlent. Mais ils pourraient faire l'effort, mais en fait, ils sont pas en vie. Non, voilà, exactement. Ce qui a été également dit, c'est que les Hutt, oui, aiment la richesse, bien évidemment, aiment les esclaves, aiment les petites danseuses. Les petites danseuses, voilà. Et la musique. Et la musique, tout à fait.
Voilà, Jabba était friand de musique, d'où le fait qu'il y avait toujours des musiciens dans son palais. Il adorait également les danseuses, surtout quand elles étaient habillées en petite tenue. Il aimait également les substances illicites et puis se goinfrer et faire la fête. C'est pour ça qu'il y avait toujours énormément de monde dans le palais de Jabba. Mais en tout bon Hutt qu'il se respecte, il faut aussi avoir des gardes du corps. Voilà. Parce que les Hutt, bien évidemment, donc suite à cette guerre civile, les rescapés ont changé radicalement leur culture et ont décidé que dorénavant, il n'était plus question que les Hutt se fassent la guerre, ni plus qu'ils partent en campagne. Et que dorénavant, eh bien, ce seraient des intermédiaires qui combattraient pour eux. Ah, bah oui, quand même vachement plus malin, hein, de pas mettre les... Exactement. Et donc, ils ont commencé de ce fait à se construire un petit empire du crime. Et donc là aussi, bah, les différents clans ont mis la main sur différents trafics d'épices, d'esclaves, d'armes, etc. Bien souvent illicites. Donc... voilà, ils se sont construits un empire du crime, comme on dit. Ah ouais. Et bien évidemment, entre les Hutt, il y avait quand même des conflits, et bah, ces conflits se réglaient par des intermédiaires. Voilà. Il était possible dans la culture Hutt de défier quand même un autre Hutt, mais ça devait se faire dans des règles bien précises, avec l'autorisation du Conseil des Anciens. Donc le Conseil des Anciens, c'est quoi? C'est un conseil qui regroupe des représentants des plus grands clans de la société Hutt. Ouais, donc il y a quand même une certaine organisation dans le... Oui, voilà. Un truc, c'est pas le bordel. Non, bien souvent, en fait, les Hutt sont comparés à la mafia dans son organisation. Oui, bah c'est vrai, quand tu décris tout ça, c'est à ça que ça fait beaucoup penser, quoi. Tu fais pas la guerre toi-même, tu fais du trafic de trucs illégaux, tu vas à un endroit, tu t'appropries des terres, tu machin, enfin voilà, c'est... Voilà, et puis la République était obligée de négocier avec les Hutt, hein, parce qu'ils ont quand même un empire qui est conséquent. Hein, qu'on appelle tout simplement l'empire Hutt. Dans des cartes de la galaxie Star Wars, il est souvent représenté. Mais ils ont étendu leur empire en fait à travers toute la galaxie et même justement jusqu'à la bordure extérieure. Ça vaut la fameuse phrase de Qui-Gon dans l'épisode 1 où il dit, il voit la planète Tatooine, il fait non, c'est contrôlé par les Hutt. Enfin voilà, on sent que... Exactement, voilà. Les Hutt, il faut pas les titiller parce que quand un Hutt décide de représailles, généralement ça fait toujours mal. Et ça met bien encore le lien avec la mafia où les pouvoirs politiques savent très bien que ça existe, mais ils vivent avec parce que non, en fait, on peut rien faire et on vous laisse faire votre business et on dit rien, mais ça nous arrange bien dans d'autres aspects. Enfin voilà, on retrouve bien ça. T'as quand même des Hutt qui se font choper, notamment le papa de Jabba qui a fini en prison. D'accord. Suite à un trafic qui est interdit. Et Jabba a essayé à plusieurs reprises de le sortir de prison, mais il n'a jamais réussi. Et donc lui, il espérait en fait reprendre la succession de son papa et de rejoindre du coup le Conseil des Anciens, mais il s'est fait damer le pion par sa tante. Et donc il a ourdi sa vengeance pendant un certain nombre d'années et a finalement réussi à s'en débarrasser et à prendre sa place. Où c'est sa tante qui est morte et c'est son oncle qui l'a repris. Mais en tout cas, il s'est assuré de s'en débarrasser ainsi que de la descendance de son rival de façon à être sûr de pouvoir reprendre Il s'est mis bien, tranquille. Voilà. Il reste plus personne. Du coup, juste, alors, je sais pas si t'en parles un moment, mais on est d'accord que dans l'épisode 1, c'est le film Star Wars. Voilà, Star Wars épisode 1, c'est bien Jabba qu'on voit.
pendant la course, c'est ça, hein. Ah oui, oui, dans l'épisode 1, on voit bien Jabba, exactement, puisqu'à cette époque-là, Jabba a réussi à prendre le contrôle de Tatooine, puisque à la base, il n'avait pas le contrôle de Tatooine. Il vivait sur Nar Shaddaa, si je dis pas bêtise, qui est la lune de Nal Hutta. Il avait à sa disposition un certain nombre de vaisseaux pour se déplacer, etc. Mais il a fini par jeter son dévolu sur Tatooine et à s'arranger pour en devenir le maître. Ouais. Et s'approprier un palais qui était abandonné. D'où il en a fait également sa retraite et puis son quartier général. Sa retraite avec parachute doré. Voilà. Et du coup, en effet, c'est bien lui qui lance le départ de la course de Quadrifor. Et si tu te rappelles bien, on voit également dans sa loge également un autre hut derrière lui. Et normalement, il s'agit de comment elle s'appelle, Gardoula la Hutt. Voilà. D'accord. Okay. Qu'on revoit également dans la série Clone Wars. Et Gardoula la Hutt, ça a été une grande rivale de Jabba. Pendant de nombreuses années, ils se sont tirés dans les pattes l'un l'autre. Mais c'est lui qui a fini par gagner. Donc après, Jabba a eu pas mal d'aventures, pas mal de déboires aussi, a eu différents conflits avec un autre syndicat du crime qu'on appelle le Soleil Noir. Ouais, dont on parlait tout à l'heure, ouais. Voilà, donc son chef, Gixor. Ouais, c'est un peu ce qu'on peut dire sur Jabba. Je regarde si j'ai pas encore d'autres choses. Alors, est-ce que on peut lancer un petit sondage? Là, j'avais prévu ça, de demander est-ce que où j'ai mis ça, les Hutt dans l'univers Star Wars, est-ce que vous trouvez qu'ils sont sous-développés, développés jusque ce qu'il faut, ou surdéveloppés? Je sais pas qui dira ça, mais mettons les 4 propositions pour être complet. Mais moi, ça m'intéressait d'avoir un petit peu votre avis, voilà, de savoir où est-ce que vous en avez assez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous auriez voulu voir un petit peu plus développé dans l'univers. Donc si tu peux lancer ça, moi je vais faire un petit point Lego. Écoutez, je viens de faire une boulette. Voilà. Tac, ça a l'air d'aller plutôt comme ceci. Voilà qui est mieux. Écoutez, un Lego surprenamment qui va assez vite à faire. Ça dépend. Maintenant, on a déjà fait 4 paquets. Je pense qu'on va pouvoir le finir. Donc ça aussi, c'est l'aspect plutôt sympa. Ça va assez vite. C'est vraiment pas très complexe au niveau d'assemblage. Et même, j'ai envie de dire, au niveau de l'assemblage sur le casque, qui parfois peut être un petit peu compliqué, un petit peu technique. J'en parle notamment dans les 2 vidéos que j'ai déjà tournées, les casques de Rex, Cody et puis de Luke. Il y a des passages des fois un petit peu techniques où voilà, où je dis que pour les enfants ça peut être compliqué. Au final, pas tant que ça sur celui-là. C'est relativement simple. Voilà, je me suis pas senti en galère, ou des fois, il y a vraiment des pièces où ça peut un petit peu ramponner. Écoutez, là, c'est quand même plutôt tranquille. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient fait, celui-là, ou pas encore. Mais assez simple de construction. Donc, voilà. T'as pu lancer le sondage, c'est bon? J'ai pas vu passer. C'est impeccable. Attends. En fait, c'est dommage. On est réduit on est contraint par le nombre oui, le nombre de caractères. Ouais, ça c'est un peu pénible. Ouais. Il faut être inventif parfois. pour poser des questions très simples, quoi. Il n'y a pas la place pour de la littérature, j'ai envie de dire. Non, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas du tout, j'avais aucune notion à peu près sur les Hutt. Or, ce qu'on voit dans les films, j'étais vraiment au niveau 0. De toute façon, je suis au niveau 0 sur beaucoup de choses en dehors des films, on aura remarqué. Mais non, c'est intéressant, la profondeur de la race, et puis l'importance dans la galaxie. En fait,
on la subodore un petit peu dans l'épisode 6 ou même dans l'épisode 1, 2, 3. Et puis dans Clone Wars, des fois, on a quelques passages, il me semble. Enfin, voilà. On subodore qu'il y a quelque chose avec les Hutt, que c'est une organisation du crime puissante, qui pèse, etc. Mais sans pour autant avoir des détails. Surtout. Non, c'est vrai. Pour ça, il faut chercher un peu plus. Ce qui est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que bon, bah, si tu es un vrai fan et un passionné, tu vas te délecter de pouvoir trouver d'autres informations dans d'autres supports. Maintenant, si tu es un petit peu feignant... on te met pas grand-chose sous la main directement, quoi. Il faut aller un peu chercher. Par exemple, bon, on sait que les Hutt, en fait, sont assez sournois quand même, assez roublards, et aiment bien profiter des faibles, surtout des faibles d'esprit. Et pour l'anecdote, quand Jabba s'est emparé du palais, il avait besoin quand même, parce qu'il savait que une lame n'était jamais derrière loin, trop loin de son dos, donc il avait besoin de garde du corps. Et pour ça, il avait décidé d'embaucher des Gamoréens, donc les gros cochons là. Ouais. Sauf que les Gamoréens, en fait, ont une tradition, c'est que pour bosser pour toi, il faut les battre. Ah oui. Et voilà. Et en fait. Après, ils ont pas l'air très malins, donc. Non, voilà. Jabba ne se voyait pas très bien les combattre. Et donc, il leur a fait croire que chez les Hutt, il y avait aussi une tradition qui était que on devait combattre les yeux bandés. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Les Gamoréens se sont bandés les yeux. Et lui, en fait, il a fait venir toute une tripotée de malandrins qui ont botté les fesses des Gamoréens pendant qu'ils avaient les yeux bandés. Et après, ils sont retournés se cacher. Et puis quand les Gamoréens ont enlevé les bandeaux de leurs yeux, ils ne voyaient que Jabba. Et donc ils ont cru que c'était Jabba qui leur avait mis une grosse fessée. Et de ce fait, ils ont accepté. Alors, mais ils méritent. Enfin, je suis désolé, ils sont vraiment pas malins, quoi. Je veux dire là. Et bonsoir, Turim. Ah là là. Oh là là, il manque plein de pièces là. Alors ça c'est normal. Tout ça c'est normal. Tout ce petit paquet, ça c'est pas normal. Où est-ce que j'ai oublié un truc aussi gros? Sur le côté, j'ai pas l'impression. Et là, non, on n'a pas encore commencé. À un moment, tout va s'effondrer. Attends, c'est pas possible qu'il manque. Où c'était de tout à l'heure? C'est pas possible qu'il manque un truc aussi gros. Ça paraît bizarre. Ça paraît vraiment bizarre. Et puis tout a bien. Ah non, ici, tiens, j'ai l'impression. Là, c'est. Regardez. Là, il y a un jour ici. Qui est assez étrange. Ce petit. Alors, lui, par contre, je crois que ça va être. Va falloir en faire le deuil. Hein. Lui, il y a 3 cases. Il y en a une là avec un double avec les autres par-dessus. Ah, si, quoique, ça a l'air de partir d'un bloc. Genre si on... Ah non, c'est pas ça, parce que là... non, il y avait la place pour 2, donc même pas. Oh merde, oh là là, j'ai juste tout pété, ça va juste être super relou à refaire. C'était quoi? C'était comme ça. Merde. On va improviser. T'as pas le droit à l'erreur avec les Lego, punaise. On va improviser. Je sais pas si ça se reconstruisait comme ça, mais de loin, ça ressemblait à ça. Par contre, hop, lui. Si, ça doit être ça. On va vérifier avec la vue sur le côté. C'est bizarre. La pièce qui me reste sur les bras me semble vraiment bizarre. Et au niveau du rendu, si c'est bien ça, on a bien la même chose là et sur le petit modèle que vous avez à côté. Et puis il y a cette pièce. Écoutez, pièce gratos. Voilà. Tu utilises pas assez ton séparateur. Ouais, le truc pour faire sauter les pièces, là, oui, effectivement. C'est vrai que ça c'est pas mal comme astuce. Oui, le petit truc, là, ça saute plutôt bien. C'est... Alors, comme on dit, là, donc nous on appelle ça la pièce orange chez les enfants, parce que elle est orange dans la majorité des sets qu'on a parlé quand on a commencé. Et voilà. Ah, on a une pièce orange bleue. Peut-être un collector. Et non, il y en a quand même assez souvent, mais c'est rigolo parce que on l'appelait la pièce orange bleue. Ce qui est con en fait dans le concept, mais bon. Voilà. Écoute, est-ce que c'était bon sur très rapidement, au niveau des Hutt, on a vu dans les différents supports Star Wars, donc quelques Hutt assez célèbres, donc bien évidemment Jabba, c'est probablement le plus célèbre. Et plus que ça, le seul connu, même j'ai envie de dire pour le grand public.
Je pense pas que les compliques soient capables de citer un autre Hutt. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, on a Gardoula la Hutt, mais on a également Ziro, ne l'oubliez pas. Ziro que l'on voit dans le long métrage Star Wars The Clone Wars, hein, Ouais. et qu'on revoit après dans la série Clone Wars. Évidemment. Voilà, à plusieurs reprises. Et puis, ça a été mentionné tout à l'heure dans le chat, le fils de Jabba, dont ensuite nous n'avons plus aucune nouvelle. Voilà. On voit dans l'épisode Rien. 1, c'est ça, on le voit derrière. Ouais, c'est ça, voilà. On le voit. En fait, c'est quand même un des éléments de l'intrigue, puisqu'il a été kidnappé par les séparatistes qui veulent faire pression sur Oui, Jabba. c'est vrai. Voilà, et puis qu'après, qu'ils essayent d'assassiner de Ça, on voit ça façon dans Clone Wars, hein, c'est bien ça. toujours dans le long métrage, l'épisode 1. Voilà. Oui, c'est l'intrigue ça, principale, ça me revient. C'est Asajj Ventress qui... Mais il faut savoir qu'en fait, tout ceci, ça a été fomenté par Ziro. D'accord. Voilà. Ziro qui a des marquages sur son corps, en fait des tatouages, et pour information, ces tatouages sont le signe d'une appartenance au soleil noir. Voilà. On retrouve le soleil noir à cet endroit-là. C'est ça. Et pour ce qui est du Conseil des Anciens, eh bien, on les voit à plusieurs reprises, et notamment dans la série Clone Wars, et on en voit certains se faire assassiner par Savage. Voilà, Savage et puis Maul. Ouais. Voilà. Donc ils vont les assassiner, et seul Jabba va en sortir rescapé. Et ils vont l'épargner à condition qu'il rejoigne l'organisation criminelle de Maul, donc le cartel des ombres. D'accord. Je pense que j'ai vu là où il manquait la pièce. Vous voyez là, c'est à cet endroit-là. Ici, a priori, je pense. Il y a un... Compliqué d'ailleurs, là je l'ai pas bien fixé. Ou est-ce que là le fait que ça soit pas bien fixé, c'est à cause de ça? Non, j'ai pas l'impression. Il doit manquer une pièce par ici. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. Bref. Sur Nima, il y a Jakku. Enfin, sur Jakku, il y a Nima aussi. Je me rappelle plus. Mais oui, si, sûrement. Il faut savoir également que on a un Hutt qui a été chancelier. Oh, d'accord. Une fois, tout à fait, et que il avait une très très bonne réputation et que c'était probablement le chancelier le plus intègre et apprécié de l'histoire de la République. Comme quoi. Comme quoi. Exactement. Exactement. Ok, merci. Je propose de... Oui, Nemo, un collectif de l'ombre, Maul. Je sais plus ce que j'ai dit, mais oui, c'est le collectif de l'ombre. Le chat toujours à l'affût pour reprendre les petites imperfections qui pourraient se glisser. Du coup, on arrive à une section suivante, petite respiration, où je voulais parler. On avait l'habitude, maintenant on fait ça à chaque émission, des petits what if. Qu'est-ce qui se serait passé si on change un élément de l'histoire et on voit comment l'histoire aurait pu être impactée par ce changement. Là, je voulais me replacer, donc on revient un petit peu sur le thème Bush et en même temps un petit peu Hutt. Donc, Luke, donc à la fin de l'épisode 5, Han est capturé. Voilà, il est emmené chez Jabba par Boba Fett, pardon. Luke se fait couper la main, tombe dans le trou et appelle sa sœur par voie télépathique, voilà, avec son forfait Millennium. Et il lui dit: viens me chercher, je suis dans le caca, voilà. Et puis Leia, sans trop comprendre pourquoi, l'entend. Il va vraiment, je vous raconte pas l'épisode 5, mais on se laisse un peu là-dessus. Ils savent pas trop pourquoi, mais ils se sont parlé. Et est-ce que ça aurait pas été le bon moment? Alors, il le savait pas, il le sait pas à ce moment-là. Mais si on va imaginer
qu'à ce moment-là, Obi-Wan vient, toc toc toc, vision de la Force, bonjour, au fait c'est ta sœur. Voilà, parce que là, pour que vous compreniez un petit peu, comme ça vous arrêtez de vous rouler des galoches les gars, et puis vous êtes frères et sœurs. Est-ce que, enfin voilà, en gros l'idée il le sait, s'il le sait à ce moment-là, voilà, si Ben apparaît, est-ce que selon vous ça change quelque chose de voilà d'avoir Leia qui sait plutôt qu'elle est la sœur de Luke et évidemment aussi qu'elle sait plutôt qu'elle est du coup, forcément sensible à la Force, parce que c'est aussi un des intérêts d'être une Skywalker, c'est d'être sensible à la Force et potentiellement d'avoir je sais pas, le temps d'entraîner une autre Jedi au cas où ça tourne vinaigre, voilà, enfin d'avoir quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que selon vous, selon toi Yarlen, ça change quelque chose dans l'histoire, et si oui, quoi? Ça, c'est une très très bonne question. Comme tu viens de le suggérer, c'est vrai qu'on pourrait de ce fait imaginer que, sachant qu'elle est la sœur de Luke et que potentiellement elle a donc qu'elle est sensible à la Force, on pourrait tout à fait imaginer que Luke entreprenne son entraînement plus tôt que prévu, et ce qui pourrait du coup nous amener à un 2 contre 2 Eh oui. lors de l'épisode 6. Où on pourrait du coup de ce fait imaginer qu'elle va épauler son frère, hein, parce que bien évidemment si tu apprends que c'est ton frère, tout de suite ton rapport... Apparemment ça fait tilt. Hein. Voilà, ça va changer, le lien va être peut-être encore un peu plus fort, et qu'à ce moment-là, elle va peut-être pas accepter qu'il aille combattre tout seul l'Empire et Vador. Surtout qu'elle pourrait peut-être elle aussi vouloir être confrontée à son père, hein, oui. Et du coup de fait choisir de l'accompagner. Ce qui pourrait changer de ce fait toute le déroulement du combat. Et peut-être qu'à ce moment-là, Vador ne serait pas amené à se sacrifier pour l'Empire. Pour tuer l'Empereur. Ou alors, peut-être qu'il serait pris d'un sursaut d'empathie, et qu'il déciderait de les rejoindre tout de suite. Ouais. Un 3v1, tu vois. Moi, je pense que ça rajoute vraiment... Ah, Papa Globe, t'as vu, j'utilise mon machin. J'ai vu où j'ai oublié la pièce. En fait, ça, c'est juste monté là-dessus. En fait, il y avait juste une pièce, donc ça changeait pas énormément de choses à la structure. Mais on va faire les choses bien. Moi, je reste toujours traumatisé de mon casque Iron Man qui a un truc qui est pas bien mis à un endroit et qu'on n'a jamais compris comment c'était possible que ce soit mis. Voilà, avec ma femme, on sait, mais personne ne sait d'autre, mais nous, ça nous rend malade. C'est comme la lame de parquet que tu as posée toi-même et qui est pas droite. Ouais. Toi, tu vois que ça et tout le monde te dit, non, mais c'est bon, il est très bien posé ton parquet. Non. Bref. Moi je pense que le côté Fifi à son papa, ça change beaucoup. Je veux dire, la relation, je sais pas dans le chat qui a des enfants, qui n'a pas d'enfants, qui a des filles, qui a des garçons, mais la relation, alors qu'elle soit sociétale, qu'elle soit justifiée, non justifiée, mais le petit côté le papa et sa fille, il y a quand même une relation, je pense, qui est différente, et je pense que c'est pas la même pour Vador si jamais Luke se pointe avec justement sa sœur, et puis que Vador se dit ah non mais c'est ma fille, oh là là j'ai une fille incroyable. Je pense que c'est pas la même, et puis au-delà de ça le nombre, voilà, ça aurait été un deuxième fils qu'on pouvait se dire un peu la même chose, mais voilà c'est pas la même, il y a forcément plus de poids. Moi, je dirais, et je pense que ça change clairement. Après je pense pas, je sais plus qui disait, quelqu'un disait il y a pas le temps de la former, etc. Tu peux pas la former effectivement pour vraiment rivaliser au sabre laser, tout ça, mais tu peux faire une petite formation rapide, hein, voilà, les basiques, soulever des cailloux, machin. Non, et en tout cas être en mesure d'approcher Vador et voilà, et d'être présent et de faire masse, de faire nombre, quoi. Donc, surtout qu'en plus, si je reprends ton idée, en imaginant que Leia aurait des traits de sa maman, forcément ça ne laisserait pas Vador indifférent. Et voilà, et c'était également un autre point, c'est quand même ça, je veux dire, il y a le côté, dans ta fille, tu retrouves des traits de la femme avec qui tu as conçu ces enfants-là, donc là il y aurait eu moyen de le faire un petit peu vriller. Je regarde un petit peu les commentaires.
Nemo, elle sait plutôt que c'est la fille de Vador, ça s'apprend. Décrédibiliser Leia en tant que visage de la rébellion, tout tombe à l'eau. Ok, elle sait de toute façon, puisqu'elle dit dans le Retour du Jedi, je sais. Oui, ok, bon après c'est facile de dire oui, non mais je savais depuis le début. Hein, moi je pense qu'elle faisait un peu sa maline. De toute façon, elle fait déjà sa maline dans Obi-Wan. Oui, déjà. Hein. Alors, ah, c'est intéressant, ça. Il y a 1 an entre le 5 et le 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, donc effectivement... Hop là, il manque une pièce là. Donc effectivement, ça fait un peu court pour une formation, mais tu peux faire 2-3 trucs. Et puis tu peux... Est-ce que tu peux temporiser un peu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Vador n'a pas le choix à ce moment. De toute façon, il devait combattre ou mourir sur le champ. Jenny, devenir Jedi en 10 tutos, bah voilà. Non mais je pense qu'il y a une chaîne YouTube à faire là-dessus. Tu sais qu'il existe une école officielle de combat au sabre laser, hein? Ah oui, oui, c'est dans la fédération d'escrime, il y a... Oui. Non, je croyais que t'allais dire pour devenir un Jedi, parce que ça existe avec l'école de magie, avec d'Harry Potter, de Poudlard, tu peux intégrer... tu peux intégrer... Je sais même pas quoi, je comprends même pas vraiment le concept, voilà, mais les gens qui reçoivent des lettres et qui sont admis, puis ils apprennent à faire du BLM, ça n'existe pas, donc je comprends pas bien. Mais donc je veux pas décrédibiliser, je connais pas assez, mais voilà, en tout cas, il y a des gens qui sont allés assez loin dans le game parce que c'est dans un vrai château, etc. Donc après, c'est peut-être un peu jeu de rôle et tout, roleplay, pourquoi pas. Mais voilà, c'est... Après, des fans de Star Wars seraient tout autant capables de faire... les fans de Harry Potter n'ont pas le monopole des gros nerds qui peuvent faire ce genre de choses. Donc non, il n'y a pas de souci. Je crois que cette année, tu as eu des championnats de France de combat au sabre laser. Mais oui, bah ça après, on est entre la démonstration technique, le sport, l'art, la chorégraphie, enfin... Je veux dire, ça me choque pas plus que ça. Voilà, c'est un petit peu comme les gens qui font des reconstitutions de batailles historiques, machin. Il y a le côté histoire, mais il y a le côté aussi, je pense, boire des coups avec des copains. Je pense d'ailleurs. Oui, il y a tout le côté. Il va y avoir un peu ça, mais convivial, etc. Mais voilà, mais aussi. Attendez, je papote et. Alors, il y a... qui c'est qui nous disait ça? Oui, c'était Papa Glop qui nous dit, oui, enfin, il voit pas la ressemblance au début de l'épisode 4, alors qu'elle est à 10 cm de lui. Bon, d'accord, c'est vrai. Puis en plus, il la torture un peu. C'est pas faux, mais peut-être, tu vois, au moment où tu sais, tu dis, ah oui, en fait, ah d'accord, ou je sais pas, non, effectivement. Il va avoir du mal à justifier ça. De toute façon, je suis pas sûr qu'il avait, lors de l'épisode 4, déjà une idée de... Pour lui, ses enfants sont morts, je pense. Ah bah, pour lui, si encore, on part du principe qu'il sait qu'il a eu des... Ah bah si, oui, remarque, il le sait. Oui, il le sait. Enfin, le problème, c'est que dans l'épisode 4, qui a été écrit avant l'épisode 1, on ne sait pas si dans la tête de George Lucas, il avait déjà prévu qu'il aurait 2 enfants, etc. Donc là, c'est pour ça. C'est un petit peu compliqué. Mais oui, sinon, en termes historiques, il est censé savoir, oui, en effet, qu'il a eu au moins un enfant. Mais je pense même 2, non? Mais que pour lui... Non, ça, il ne le sait pas qu'il a eu des jumeaux. Oui. Il le sait pas. Mais il sait que voilà, Padmé était enceinte et que l'empereur lui a dit que elle n'avait pas survécu. Et l'enfant... C'est vrai que dans le 3, non. Enfin, corrige-moi si dans l'épisode 3, quand elle accouche, elle sait pas qu'elle a des jumeaux. En fait, elle pense qu'elle en a qu'un seul, et puis après on dit, ah, il y a encore un deuxième. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'était au niveau de Palpatine, il lui dit que Padmé est morte, mais il parle pas du tout des enfants. Je pense que c'est sous-entendu. Non, il parle pas. Oui, voilà, enfin, tu devines que de ce fait, en effet, c'est sous-entendu. Le bébé a pas survécu non plus, quoi. Alors, je ne connais pas bien la Fédération française, mais pour ce qui est du ludosport, c'est des amis tous formés dans des arts martiaux différents et nerds qui se sont amusés à un barbecue. Imaginez comment ça se passerait avec une arme qui tranche à 360 degrés. Ok, donc il faudrait interdire l'alcool dans ce genre de choses. En mai, un championnat de... Ah mais c'est vrai que Rogald et Nyria, c'est le couple du chat. L'autre fois, pendant que je streamais le Fallen Order, ils ont dit, ouais, bah cet après-midi, je peux pas jouer parce que squatte la console pour jouer à FF. Ça réglait ses comptes dans le chat, c'était rigolo. Mais d'accord, non, mais c'est... Moi, j'avais vu des vidéos, quand j'avais fait ma vidéo pour la présentation du sabre laser, là, que m'avait envoyé
le site Sabre Galactique. Justement, j'avais regardé un petit peu quelques vidéos de gens qui font des combats. Il y a des chorégraphies qui sont assez stylées, quoi. Enfin, on est vraiment sur des chorégraphies de films, etc. C'est des trucs, c'est des vrais artistes / athlètes. On voit ça comme on veut, mais il y a des trucs assez classe, hein. C'est pas mal. Alors que des gens qui se réunissent pour faire des cours de ballet volant, ça marche pas. Enfin, je veux dire, à un moment, je suis désolé, je veux pas décrédibiliser l'univers, mais non. Non, c'est pas possible. On n'a pas encore la technologie pour ça. Juste pour répondre à Turin, il faut savoir que tu as quand même eu 3 ans entre l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Donc 3 ans, ça laisse déjà un peu plus de temps pour Luc, pour s'entraîner. Ce qui lui a quand même permis de maîtriser un petit peu plus la force. De toute façon, ça se voit, il est un peu plus assuré déjà que dans Un Nouvel Espoir. Donc 3 ans pour commencer à apprendre les bases. Les rudiments. Voilà, les rudiments du Padawan Jedi, c'est pas mal. Et j'ai l'impression qu'on va aller au bout du truc. Il nous reste une petite demi-heure là pour faire le dernier paquet. C'est largement à ma portée. Et on va enchaîner. Avec la dernière partie dernière partie un petit peu sur le lore, et on allait parler, pas du lore justement, mais là on est plus dans des anecdotes de tournage, etc. Et tu voulais nous parler un petit peu de Jabba, et le tournage donc de l'épisode. De l'épisode 4, et puis certainement aussi 6, mais voilà la galère que ça a été pour amener cette grosse limace à l'écran. C'est ça. Donc à l'époque de la réalisation des épisodes de Star Wars, donc l'épisode 4, 5, 6, la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui. Il faut savoir du coup que ce type de créature était fait sous forme de marionnettes télécommandées. Donc il avait quand même embauché de très bons accessoiristes, quoi, etc. Puisque je crois que notamment l'un d'eux sur la confection des marionnettes était celui qui avait fait d'autres films tels que le 7e voyage de Simbad, etc. Enfin bref, donc là on avait un concepteur de marionnettes, mais cette marionnette, comme on le voit, elle est quand même assez massive, puisqu'il fait un peu plus de 2 mètres de long. Et que ça a demandé plusieurs manipulateurs. Tu en avais un qui télécommandait tout ce qui était au niveau de la tête, donc les yeux, la bouche. T'en avais un qui était obligé de manipuler la queue. Et en fait, à l'intérieur, tu avais donc justement un nain, puisque c'est pratique, ces petites personnes, c'est qu'elles peuvent aller dans des endroits un peu plus accessibles, ouais. Voilà. Et du coup, ce petit manipulateur qui était à l'intérieur, il a souffert un petit peu parce que à plusieurs reprises, en fait, notamment quand Leia est installée, des fois elle est installée sur Jabba, sauf que en fait il s'est fait écraser. On parle de l'épisode 6, du coup. Ouais, voilà, on parle de l'épisode 6, quand Leia est donc esclave de Jabba. Donc pour le manipuler, il a eu quelques blessures parce que en plus la marionnette n'était pas suffisamment résistante, et il s'est pris un peu l'armature sur lui. Donc ça a donné quelques surfroides et quelques complications qu'il a fallu. Et quelques tassements de vertèbres. C'est un peu ça. Donc on sait que les pauvres comédiens sur les tournages de Star Wars ont quand même pas mal souffert. On avait parlé précédemment de la manipulation de Yoda lors de l'Empire contre-attaque, où là aussi ceux qui étaient en dessous du plancher n'arrivaient pas à communiquer avec ceux qui étaient au-dessus, puisqu'il avait fallu le surélever pour pouvoir manipuler la marionnette. Là, on avait encore un accessoiriste qui se faisait maltraiter. On sait que celui qui était à l'intérieur de R2D2, puisque il y avait bien aussi une petite personne à l'intérieur de R2D2, eh bien, il est arrivé qu'à plusieurs reprises, on l'oublie.
Voilà, donc t'imagines les quand gars. la pause de midi et qu'on dit couper tous à table et qu'on oublie le nain qui est à l'intérieur de R2D2 sous une chaleur accablante. Quelle horreur. Voilà. Moi, je suis étonné que le nain ne soit pas mort. Ouais. Parce Ah, qu'on l'a pas oublié qu'une fois en plus. Hein. Mitrone, le quiz, c'est généralement fin d'émission, donc d'ici une vingtaine de minutes. Ouais. On va vite y arriver. Voilà. Et puis, concernant Leia, puisque il avait été souhaité que Leia porte une petite tenue, elle l'a pas vécu non plus de manière très, très, très agréable. Et l'un des conseils qu'elle a dit à Rey, je me souviens quand... Ne refuse pas les trucs en bikini. N'accepte pas, pardon, les trucs en bikini. Exactement, elle lui a dit, et surtout, n'accepte pas les tenues d'esclaves. Ah ben, tout à fait. C'est parti de tout. Moi, j'en parle dans le jeu assez, enfin pas assez régulièrement, mais on a eu quand Leia quand Jabba est arrivé, a été annoncé, ça a beaucoup parlé. Est-ce qu'on aura Leia Slave, etc. Je dis mais les gars, c'est impossible qu'ils ressortent un truc aujourd'hui en 2023-22 à l'époque. C'est impossible qu'ils nous sortent ça. C'est le genre de truc, voilà, ça n'existe plus. Donc non. Donc, alors ils l'ont mis quand même dans le jeu. Voilà, en jouable, mais ils la mettront pas en personnage qu'on peut avoir, etc. Non, ça. En fait, c'est pas durant le tournage qu'elle a le plus souffert, mais c'est après, par rapport à l'écho que ça a eu, et où, en fait, de merde et autres qui se sont excités de voir Leia c'est ça, et puis malheureusement, c'est l'image aussi un peu qui peut rester, et voilà, quoi, tu vois, tu voudrais laisser autre chose. Enfin, je veux dire, Leia, ça reste un personnage, moi, je trouve, pour l'époque, enfin, voilà, assez fort. T'as vraiment ce truc du chevalier qui vient sauver la princesse, et en fait, le chevalier, on en avait déjà parlé, c'est plutôt le pauvre type, et c'est plutôt elle, en fait, qui envoie, quoi. Donc, elle est déjà dans quelque chose qui casse un stéréotype qui était bien présent. Donc c'est effectivement ça n'a pas dû aider. Bonne soirée Mitrone, désolé pour le... Ah, ciao Mitrone, ouais, tu participeras pas, pardon, ce coup-ci. Moi j'avais une question par rapport à Jabba, enfin, ou mi-question, mi-anecdote, parce que peut-être tu seras plus à même que moi, hop là, fallait empiler des trucs, plus à même que moi pour préciser si tu connais cette histoire, mais il me semble bien que dans l'épisode 4, lors de la première rencontre entre Han et Jabba, Jabba est devant le faucon, et Han passe devant. Si je vais essayer de... Il lui marche sur la queue. Voilà. si j'ai bien compris, déjà à la base, ça devait pas du tout être une limace, le Jabba, et ça devait juste être un bonhomme classique, quoi. Et après, ils ont décidé de faire ça. Et si je me souviens bien, la maquette qui représente Jabba n'était pas présente dessus. Donc en fait, il y avait des boîtes, et Han Solo monte sur des boîtes, et Jabba est ajouté après, et on peut voir pendant le film que justement il est pas c'est pas net, c'est pas lisse en fait, c'est-à-dire qu'on voit qu'il monte sur quelque chose, il monte pas vraiment sur Jabba. C'est vrai ça ou pas? Alors c'est fort possible, mais en fait ça, si je dis pas de bêtises, normalement c'est une scène qui avait été rajoutée dans les rééditions. Oui, c'est ça. Voilà, et oui là, en fait à cette époque-là, les effets spéciaux, même si on commençait à avoir un petit peu de l'image de synthèse, etc., c'était pas... Mais oui, les balbutiements. Voilà, c'est ça. Ce qui a été reproché également durant l'épisode 1, même si, en fait, dans l'épisode 1, t'as pas un plan où il n'y a pas de... Enfin, ici, il y en a quand même quelques-uns, mais tu as énormément de plans qui sont... dans lesquels on a ajouté de l'image de synthèse, et ce qui a été reproché, c'est que ça se voyait trop. En fait, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, des fois, c'était... c'est pas raccord, quoi. Ouais, ça manquait de naturel. Ça se voit particulièrement quand tu vois les vaisseaux séparatistes, là, à la fin, pour la bataille, qui commencent à planer un petit peu sur l'herbe. Tu vois que cette scène, elle manque de réalisme. Alors, ils ont filmé la scène avec Jabba en humain, puis ils ont ajouté la synthèse en faisant un film plus tard. Ouais. Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être dans la toute première édition, genre ceux qui l'ont vu au cinéma, Jabba n'était pas... C'était un homme, c'est ça. Voilà, ça doit être ça qui manque. Et du coup, quand ils ont refait, ils montent sur des caisses, en fait. Ils montent pas sur Jabba. Je crois que
crois que c'était... Ouais, effectivement, merci. Ils avaient viré la scène même, carrément, Ah oui, d'accord. parce que dans l'épisode 4, enfin moi, avant qu'il le remasterise, il y avait pas de Jabba qui venait voir. Ok, très bien, très bien. Merci pour la précision. Voilà, je sais pas, est-ce qu'on lance la... J'avais une dernière... Ah oui, on a encore 2 questions. On a une question, une tier list, et après, a priori, on fait le quiz. Première... 2-3 petites choses à revoir de l'émission précédente. Ah oui, on devait débuter par ça. C'était le tout premier point du truc, et je me suis lancé bille en tête dans les huts, pardon. Il y avait ça. Donc, le sondage que Yarlen va nous mettre. Épisode 5. Par contre, les résultats des sondages, tu les fais après ou parce qu'on n'a pas fait les résultats des sondages. J'ai tout simplement oublié. Alors, les résultats du sondage, donc les huts. Il n'y a pas eu beaucoup de votes. Il y a eu 5 votes. Voilà, on n'est pas non plus 150 000. Donc, on nous dit on est sur du 2, on en a vu assez. 2, je n'aime pas les limaces. Et 1, non, j'en veux plus. Donc, on a un adorateur de limaces. Et donc, le nouveau sondage qu'on vous propose, qui est beaucoup moins sérieux. Épisode 5, Luke embrasse Leia. Est-ce que c'est dégueu ou est-ce qu'on les pardonne parce qu'ils ne savaient pas? J'aimerais votre avis sur cette question absolument cruciale. Et pendant que vous répondez un peu à ça, on va faire notre dernière section. On va faire la section tier list. Donc, on vient un petit peu classer des personnages, des versions des personnages, etc. dans l'univers. Et là, aujourd'hui, évidemment, je voulais qu'on parle de Leia parce qu'elle est au centre. Et quelle est votre version de Leia préférée? Donc j'en ai identifié 5, je vais y arriver, je vois les films numéros, donc celle de l'épisode 4, donc en mode princesse Leia, celle de l'épisode 5 plutôt en mode... je sais pas, commandant Leia, je sais pas quel est son grade, mais voilà, qui prend un peu de galon dans la rébellion. Celle de l'épisode 6, donc justement entre Leia Bush et Leia Andor. Ou après, on peut vous proposer aussi la Leia de l'épisode 7 en mode général et la Leia de l'épisode 8 en mode Superman qui vole dans l'espace. Donc voilà, faites-nous un petit peu votre classement. Voilà, celle de l'épisode 5, c'est Rollo. Voilà, j'aurais pu l'appeler comme ça, en hommage au jeu Star Wars, l'héros de la galaxie. Donc voilà, dis-nous, toi, Yarlen, ta version préférée ou ton top 3 si tu n'arrives pas à te décider. Attends, excuse-moi, je terminais juste le sondage, du coup, j'ai pas... Je n'ai point tout entendu. Tout simplement ta version préférée de Leia, oui. Voilà, c'est ça. Très très bonne question. On parle beaucoup de Rollo, donc Leia épisode 5. Il y a beaucoup de Leia épisode 5 qui ressortent. Toi, est-ce que tu as une... pourquoi Rollo? Ça signifie... mais c'est rebelle officier Leia Organa, c'est le nom qu'elle a dans le jeu Star Wars, l'héros de la galaxie. Ok, d'accord. Faut pas oublier qui est mon public. Hein. Ouais, c'est vrai, excusez-moi. C'est du joueur de WGOH à la base, quand même. Dans l'épisode 4, elle fait sa petite princesse un petit peu... un petit peu hautaine, mais débrouillarde. Dans l'épisode 4... elle est pas mal. Toi, c'est l'épisode 4 plutôt? Ouais, je préfère l'épisode 4. J'ai même pas pensé à proposer Leia issue de la série Kenobi. J'ai pas pensé. Elle est rigolote dans la série Kenobi. Moi j'aime beaucoup comme les autres, celle de l'épisode 5. J'ai dit quoi, 4 ? Non, pardon, 5. 5. Oui. Voilà, moi je trouve que 4, on est encore un petit peu quand même dans la caricature, etc. Bah oui. Dans le 5, elle s'affirme beaucoup plus et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes punchlines qui sont faites, même s'il y a des très bonnes punchlines de Léa. J'aurais dû faire ça. Maintenant que j'y pense, on aurait dû se faire un petit top 10 des punchlines. Peut-être qu'on pourrait mettre ça parce que ça marchera pour d'autres. Pour d'autres trucs, mais de se mettre une petite section des punchlines, parce qu'il y a quand même dans Star Wars des punchlines plutôt sympas, je trouve. Donc il faudrait faire ça. Mais Leia en a des très très bonnes quand elle parle de elle parle de Chewie, la carpette ambulante, la carpette. Elle parle de lui comme ça, là, de la boule de poil. À un moment, je sais plus quelle réplique elle envoie, mais.
Ouais, puis quand t'as Luke qui vient la sortir de prison, qui dit il recrute des Oui, nains. il non, recrute des nains, c'est ça. On nous dit, ouais, vous êtes venu dans cette casserole, vous êtes plus brave que je le pensais. Enfin là, il y a des il y en a bonnes. des bonnes. Il y en a des bonnes. Il y en a. Et on nous dit beaucoup Rollo quand même dans les. Donc Leia plutôt de l'épisode 5 qui est devant. Je suis surpris que personne n'ait répondu. Leia épisode 8. Qui est comme une version, il me semblait, que tout le monde avait adoré. Son petit vol dans l'espace alors que son fiston ose pas la tuer. C'est beau, c'est beau. L'amour filial. On parlait voilà, du fifi à sa maman. Enfin, de la fifi à son papa. Mais le fifi à sa maman, c'est aussi quelque chose. Ouais. Ah là là. Oui, il va même y avoir un épisode 10. Et ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite. Le petit moment tier list. Écoute, on a fait les sondages, on a fait les histoires, on a tout fait. Il nous reste le quiz, donc 2-3 petites précisions. Donc en 5 minutes, des retours sur l'épisode précédent que tu voulais faire. Et puis comme ça, après, on se laisse le temps pour le quiz. Il y avait eu un petit débat sur Shakti, donc j'ai refait mes recherches. Ah oui, sur Shakti qui était morte plein de fois. Alors, dont vous parliez d'un moment. Alors, j'ai pas retrouvé cet épisode où on voit un corps qui est drapé sur une civière et où il y a un sabre qui tombe, mais ce n'est pas Shakti, puisque donc dans la saison 6, avec l'histoire des puces, qui se déroule en 4 épisodes, à la fin du dernier épisode de cet arc, on voit bien Shakti encore présente avec quelques membres du conseil et Palpatine notamment, qui discutent de cette affaire de puces. Et où donc le chancelier suprême finit par dire que en fait ces puces étaient corrompues par un virus que les clones avaient attrapé sur une planète. Donc rien d'alarmant. Donc Shakti en tout cas ne meurt pas durant cet arc-là. En fait, il y a 3 morts qui ont été recensées. Recensées pour Shakti. Celle dont on avait parlé, qui n'est maintenant plus canon, à savoir durant dans le jeu vidéo, le pouvoir de la force avec Starkiller. Ça on en avait parlé effectivement. Comme je vous le disais, elle se jette dans la gueule du Sarlacc à la fin du combat. Donc ça, c'était sa mort. En fait, dans la série justement de la saison 6 de The Clone Wars, dans l'épisode 11, on a eu un bonus dans le DVD, un premier bonus, où on voyait Shakti, dans une scène qui a été coupée, on voyait Shakti qui se faisait tuer par Grievous. Voilà. Ouais. Ça a été sa deuxième mort, donc visible dans les bonus. Et ensuite, dans la version Blu-ray uniquement, on a eu une autre scène coupée, toujours de Shakti, que l'on voit mourir, tué par Anakin lors de l'attaque du temple Jedi. C'est donc cette mort-là qui a été retenue au niveau du canon, à savoir que... qui se passe à quel moment, du coup ? Donc, elle se fait tuer par Anakin Skywalker quand celui-ci, avec les clones, attaque. Il revient au temple, d'accord. Voilà. Et cette scène-là, en fait, qui est uniquement disponible dans les bonus, elle est tout de même visible très rapidement dans l'épisode 11, toujours pareil, de la saison 6, lorsque Yoda a des visions. Et dans l'une de ces visions, on voit Shakti. Et Shakti se fait transpercer par j'ai vu il n'y a pas longtemps, donc je l'ai bien en tête, ouais. Par un sabre laser de couleur bleue. Et qui a un sabre laser de couleur bleue? Et qui tue des Jedi. Exactement. Voilà. Donc la mort officielle de Shakti, maintenant elle est actée, c'est des mains d'Anakin lors de l'attaque du temple Jedi. Voilà. Et moi, je suis en train de monter des choses à l'envers. Non, c'est bon. Donc ça, c'était... Salut Patachon, bienvenue à toi, même si c'est un petit peu tard, là t'as loupé, on arrive bientôt à la fin. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, très rapidement, quand on avait parlé des clones, j'avais oublié de le mentionner, mais on a de nombreux clones qui n'officient pas en tant que soldats, mais comme agents, comme gardiens de prison, comme également navigateurs, etc. Donc en fait, les clones sont vraiment formés à tout un tas de profils utiles pour l'organisation de la guerre, et pas seulement en tant que soldats. Voilà. Alors après, ils peuvent être polyvalents, mais voilà. Puisqu'on en voit également équipés donc de l'habit d'officier.
à différents moments. On en voit en tant que capitaine de vaisseau, on en voit en tant que gardien de prison, etc., etc. Et cuisinier aussi peut-être. Je me rappelle plus, mais ça ne me surprendrait pas. Ça, c'était le deuxième point. Et le dernier point, donc je voulais revenir un petit peu sur la chronologie de Sifo-Dyas, donc en revisionnant les différents épisodes. Donc Sifo-Dyas a eu bien évidemment une pensée divergente par rapport à l'ordre Jedi, s'est rendu compte déjà de ses faiblesses et avait vraiment eu envie d'envisager la création d'une armée de la République, parce qu'il sentait que les choses tournaient. Et durant cette période-là, Dooku était déjà tombé sous l'emprise de Sidious. Voilà. Et ensemble, on fomentait justement ce plan visant à renverser la République en créant un conflit de grande envergure pour l'asphyxier économiquement et puis ensuite pour la renverser et puis créer bien évidemment une armée pour soutenir son empire. Et ils ont profité du fait que Sifo-Dyas commençait à avoir des idées divergentes pour le pousser un petit peu vers les Kaminoans. Et donc c'est bien lui qui les a contactés et qui a lancé la création de cette armée sous la pulsion de Dooku, qui de manière très intelligente l'a soutenu dans cette action. Et puis après, s'en est débarrassé pour reprendre la main et puis faire ensuite ce que l'on sait. Voilà. Donc ça, en fait, en recoupant les épisodes de Tales of the Jedi, de l'épisode 2, Puis un petit peu dans Clone Wars aussi. Clone Wars, exactement. C'est un petit peu... Voilà, donc en recoupant tout ça, eh bien, on finit par avoir le fin mot. Voilà, ça c'était les 3 points sur lesquels... Eh bien, merci pour les reprécisions, et puis on va pouvoir se lancer dans l'habituelle clôture avec le quiz. J'espère que vous êtes chaud dans le chat, vous êtes une petite trentaine, ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que vous êtes motivés en place. Et ben écoute, je te laisse la main là-dessus, et j'essaie de jouer en même temps, et j'essaie en même temps de le finir. Là, je veux finir avant la fin. Donc on va avoir 10 petites questions. 10 petites questions, et on va commencer par la première question. Attention. Quel âge a Jabba durant la bataille de Yavin? Pouvez-vous me donner son âge officiel? C'est quoi? C'est à 1 an près, ou tu tolères aucun écart? En fait, c'est un chiffre rond. Ah. 600 ans, nous dit Nick Trip. Bravo. Tu es le premier à avoir répondu. Et oui, Jabba a 600 ans. Exactement. Donc pour rappel, on avait dit que les Hutt avaient une très grande longévité, ils pouvaient atteindre jusqu'à 1 millier d'années. Et ben voilà, Jabba a 600 ans au moment de la bataille de Yavin. Donc 1 point pour Nick Trip. Continuons avec cette deuxième question. Quel est le lien de parenté entre Ziro le Hutt et Jabba le Hutt? Ça je sais, parce que je m'en souviens dans Clone Wars. Eh ben vas-y. Non, je vais laisser répondre le chat. J'aurais dit neveu et oncle, moi aussi. Qui est le neveu, qui est l'oncle? Eh ben, Jabba, c'est l'oncle. Non. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait. Exactement. Jabba, c'est le neveu. Bon, c'est Turim qui a répondu en premier neveu. On va lui laisser le bénéfice du doute, qui savait que qui était le neveu, qui était l'oncle. Qu'il n'était pas comme moi. Donc 1 point. Il savait pas. Tu vois, il savait pas. Il savait pas, mais quelle honnêteté. Oh là là. J'ai une communauté formidable. Franchement, ils sont magnifiques. Donc du coup, ce sera pour Nick Trip encore, puisque lui, il a bien dit tonton. Et oui. Puisque la question, c'était bien le lien de parenté pour ce qui est de Ziro. Donc ça, c'était la deuxième question. Troisième question. À quel clan appartient Jabba, s'il vous plaît? Attention, l'orthographe est compliquée. Le clan des forestiers.
C'est qui ça? Ah oui, c'est vrai que dans la version française, Ouais, malheureusement, ça a été pas le traduit. bien, Diklos, exactement, le clan des Dicigiliques. Enfin, Dicigiliques, pardon. Donc, Diklos. À tes souhaits. J'ai énormément de mal. Je sais pas si ça se sent à l'écran que j'ai énormément de mal à finir. Cette pièce-là, soit je fatigue, soit elle est plus compliquée que les autres, mais vraiment, je n'arrête pas de retourner le truc dans tous les sens. C'est une horreur. Et essayez de prononcer Dicigilique de 10 fois de suite. Ouais. Si vous y arrivez. Donc ça, c'est fait. Alors, petite question, mais on l'a vu tout à l'heure, donc certains la connaissent déjà, mais donc du coup, ça va être question de rapidité. Attention, préparez-vous. Ou de connexion. De connexion. Comment s'appelle le fils de Jabba? Putain, j'ai déjà oublié, moi, tiens. Jabba le fils. Bien, Papa Glop, tu as été le premier. Exactement, il s'appelle Rota. En plus, l'orthographe était bonne, c'est ça? En plus, l'orthographe. Jusqu'au bout. Un point supplémentaire. Voilà, donc pour l'instant, on a Nick Trip avec 2 points, Diklos avec 1 point et Papa Glop avec 1 point. Je connais rien en limace, je laisse ma place pour ce quiz. Désolé, Nebouliman. On peut pas être parfait partout. Ah, on peut pas gagner toutes les semaines. Non. Tac. Attention. Alors là, faut vraiment être un nerd pour la connaître. Ah, d'accord. Quel est le meilleur ami de Jabba? C'est pas son second là qui est toujours avec lui là. Bah, j'ai oublié son nom. Bib Fortuna. Non, c'est pas lui. C'est pas son ami. Son chien. Han Solo. Non, c'est pas son. Comment il s'appelle Ah, Crumb. Non, c'est pas Crumb. C'est pas Han Solo non plus. C'est pas le Rancor non plus. J'aime bien le Rancor, mais c'est pas lui. Malakil, non, c'est pas Boba. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, justement, quand ah oui, par rapport à Bib Fortuna, ce que j'ai oublié de dire, c'est pas le Sarlacc non plus, c'est pas IG-88. Par rapport à Bib Fortuna, il faut savoir que Bib Fortuna a également essayé de renverser Jabba. Oh, bravo Papa Glop. Exactement. Ah, c'est le truc bleu là? Elephant Mon. Non, justement, c'est pas le musicien qui ressemble à un éléphant bleu. Elephant Mon, non, il est encore plus dégueulasse. C'est l'espèce de grosse créature sous une espèce de robe qui a une tête avec lui aussi une espèce de trompe grise. Tu verras sur internet quand tu taperas Elephant Mon. D'accord. Ah bah oui, je visualise qui c'est. Et si, alors c'est vrai que les Hutt généralement n'ont pas d'amis, hein, ils sont tellement égoïstes et centrés sur eux-mêmes, mais il faut savoir que avant de devenir le seigneur du crime qu'il était, Jabba a quand même eu quelques aventures, notamment avec Elephant Mon, qui se sont épaulés lors de difficultés et ont réussi à tisser un lien assez fort, et Jabba a un seul et unique ami, et c'est Elephant Mon. Voilà. C'est beau. C'est son copain. Celui qui trahit Anne sur Tapine dans Un Nouvel Espoir, non. Sur Tatooine. Qui trahit Anne dans l'épisode 4? Je vois pas. Celui qui le balance, le gars en noir, tu sais, avec son museau là. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, il est beaucoup plus massif. Ouais, c'est ça, c'est Garidan qui balance Anne. Donc voilà, ça c'était là. Et donc on a dit que c'était. C'est Papa Glop qui a répondu, je crois. Voilà, donc 2 points également pour Papa Glop. Allez, continuons avec la 6e question. À qui appartenait le palais de Jabba avant qu'il ne s'en empare? Tu l'as pas dit ça tout à l'heure. Alors, t'as pris un palais abandonné, mais t'as pas dit qui. Non, ce n'était pas. Il n'appartenait pas à Gardoula. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis en PLS de cette construction-là. Je suis clairement fatigué. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait Nick Trip. Mais comment s'appelaient ces moines?
Boomer ou je sais plus. Ah, t'y étais presque. Les Jawad, non. Les moines Baumard, exactement, Giclos. Donc, Poulard. on va avoir tous les dérivés possibles. Les Poudlard. Eh ben écoute, je vais attribuer le point à Giclos. Ça nous fait 2 partout. 2 pour Nick Trip, 2 pour Giclos et 2 pour Papa Glop. Tout est à jouer encore. Alors par contre, l'orthographe, c'est pas tout à fait ça. C'est B apostrophe. Et ensuite, c'est O-M-A-2-R. Donc, tac. On va passer à la 7e question. Avec quel hut Jabba était-il souvent en conflit? Faut annuler. Gardoula, bravo. Giclos, tu as été le plus rapide. Non, pas sa maman. Ouais, ça, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure de Gardoula. Donc du coup, 3 points pour Giclos. Question numéro 8. Attention, celle-ci, elle est très facile. Donc il va falloir être très rapide. Et ne faire aucune faute sur l'orthographe. Je serai intransigeant. Quel est le contrebandier préféré de Jabba? Ouais, désolé Nick. Oh là là, l'erreur les gars, l'erreur. Oh. Mais non. Grido? Oh, alors là, je suis déçu. Vous avez déçu Arlène. Vous avez pas écouté les gars. J'ai pas dit le chasseur de primes. J'ai dit le contrebandier. Alors, Jojo Polo, je te l'accorde. Parce que je suis sûr que c'est ton correcteur d'orthographe qui t'a corrigé le Han Solo en Han. Quoique, ouais. Tu as dit que c'était facile. Bah oui. Contrebandier, les gars. J'ai pas dit chasseur de primes. Son contrebandier préféré, c'était Han Solo. Allez. 1 point pour notre ami Jojo. Je fais un petit sondage en parallèle. Et bah, Boss One, si je remonte, le premier que je vois qui écrit Anne, alors en fait j'ai Giclos qui écrit juste Anne, et ensuite j'ai Jojo qui dit Han Solo. Dans l'ordre. Alors, bien souvent, vous, c'est normal, hein, vous n'allez pas avoir le même ordre. Parce que c'est votre, vous avez peut-être votre écriture en premier, ouais, effectivement. À vous, mais voilà, dans l'ordre chronologique, malheureusement. Non, Boss One, tu n'es pas le premier. Et en plus, toi, tu as écrit gros bas. Ta première réponse, c'est gros bas. Du coup, je vous montre le Lego fini en même temps, je pense que vous voyez. Tu l'as fini ? Ouais, j'ai fini, j'ai fait quelques plans là, du dessus, et là je fais le plan un petit peu zoomé. Et puis je vous demande votre avis, là, me dire ce que vous en pensez, ce que vous dites dans le sondage, comment vous le trouvez là par rapport à ceux que vous auriez déjà vu dans d'autres les autres casques. Est-ce qu'il est à votre goût ou pas? Et puis on va finir sur les 2 dernières questions. Mieux en vrai que sur les photos du site, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Les finitions là, je m'attendais pas du tout, mais ça, quand on met la bouche là, ça fait un. Ça fait un peu mandibule, ouais. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Je fais la conclusion après, je te laisse finir les 2 dernières questions du quiz là. Alors très rapidement, 2 dernières questions. Avec quel syndicat du crime Jabba était-il en conflit? Turin, ce sera pour toi le point. Le soleil noir, exactement. Tu as été le plus rapide. Tac. Donc, attention. Il est encore possible. Tout est possible. Ouais. Pour l'instant, tu as 2 points. Turin, tu as 1 point. Giclos, tu as 3 points. Papa Globe, tu as 2 points. Et Jojo, tu as 1 point. La dernière question vaut 2 points.
Ça aussi, tu l'as dit. Ben oui. Et oui, je l'avais dit. Attention, là aussi, c'est pour les connaisseurs. Comment s'appelait le vaisseau le plus célèbre de Jabba? Machin, le Sail Barge. Enfin, un vaisseau, ça. Alors, je parle de son vaisseau Ouais. intergalactique, pas Ouais. de sa petite barge. Pour se promener le week-end et aller pêcher. Non, pas le Ketana. Je les connais. Nemo, il est en forme. Bravo, Jiklos. Exactement, c'est le joyau des étoiles. Eh bien, Jiklos, tu finis avec 5 points. Oh, bravo. Bravo. Merci à vous pour ce petit quiz. Et merci à toi pour toutes ces bonnes discussions et ce quiz, toujours de qualité. Pour ce qui est du Lego, voilà, pour conclure un peu la vidéo, moi je l'aime vraiment beaucoup au niveau de l'expérience de construction. C'était assez différent, c'était assez rapide. Vous voyez là, on l'a fait en 2 heures. L'autre fois peut-être avec Reg, j'étais moins concentré. On avait fait que 2 paquets. Là, on a pu le finir en entier. Très facile au début. La dernière place, la mandibule là-dedans, je sais pas si c'est parce que j'étais crevé ou quoi, mais j'ai vraiment galéré au niveau des sens, des machins, c'était pas évident. Mais la façon dont ça vient se mettre dedans, c'est assez sympa. Donc voilà, plutôt plaisant à construire et plutôt joli. Je voulais le mettre dans mon décor, mais je commence à avoir beaucoup de casques, j'en ai d'autres qui vont arriver. Peut-être que celui-là, il va aller dans le salon. Je vais voir avec ma femme ce qu'elle en pense, si elle apprécie ou pas, pour changer un petit peu. Voilà, pour avoir un truc un peu nouveau. Mais j'aime vraiment beaucoup. Le rendu qu'ils ont proposé. Au niveau des sondages, je tiens quand même à vous dire que les gens ont pardonné pour Luke et Leia qui se sont roulés des galoches. Donc ça c'est bon, la commu a pardonné. Et au niveau des avis, eh ben, on a un magnifique, 3 sympas, 3 pas mal. Et voilà, donc sur 7 votes, on est plutôt convaincus entre moyen et bien. Donc ouais, Patachon, t'as pas reconnu qui parle, et ben c'était Yarlen que l'on va remercier puisqu'on va dire au revoir à YouTube d'avoir participé à cette émission. Merci à vous YouTube d'avoir regardé ce replay. Une fois. Et n'hésitez pas l'autre fois à passer sur Twitch si vous voulez partager un petit peu de ce moment sympathique et partager à foison cette vidéo et donner vos retours en commentaire. Ciao à tous.